Bonjour, bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je démarre par la présentation du congrès annuel de la FMCK qui s'appelle les GEPA et qui sera organisé les 26, 27 et 28 mars à Grenoble. Donc c'est un congrès vraiment riche, pas seulement pour les macanistes. Et donc je vous invite à aller voir sur le site de la FMCK, l'association francophone Mackenzie, pour consulter ce programme. Voilà, donc vous avez l'affiche ici, là, j'ai eu droit à un beau t-shirt pour en parler. Et donc je vais essayer de profiter régulièrement quand ce sera possible et quand il y en aura pour faire la promotion de certaines conférences. Voilà, pour diffuser l'information, comme je l'ai fait pour les Europhysio à Lille, qui auront lieu fin janvier, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Donc pour cette conférence, j'ai la chance d'être invité comme intervenant pour un atelier. Je vous mettrai sans doute le programme au moins des conférences en plénière. Et donc je vous laisserai aller voir le programme complet avec les différents ateliers. Et donc en définitive, l'atelier qu'on nous a demandé d'animer, c'est un atelier sur l'entretien motivationnel. Et cet atelier, je vais le co-animer avec le docteur Bérangère Duhoux, avec Aurélie Lacour, qui est kinésithérapeute, une collègue, et Charles Laguerre aussi, qui est un collègue kiné. Mais en fait, tous ensemble, on fait partie de l'équipe des formateurs en EM, en entretien motivationnel, donc EM pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc l'équipe de formateurs qui donne des cours pour l'agence EBP. L'article dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un article en lien avec l'entretien motivationnel qui a été publié dans une revue dans le champ de la psychologie, qui s'appelle Current Opinion in Psychology. Donc l'article a été publié en 2019 et les auteurs sont Molly McGill et Kevin Holmgren. Et en définitive, ces auteurs-là, ils sont intéressés à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que l'entretien motivationnel, ça marche. Donc dans l'introduction, ils commencent par rappeler le fait que certaines études ont montré que la force du discours d'engagement d'un patient est corrélée au résultat de traitement à 12 mois, et notamment dans le champ de l'addictologie pour la consommation de drogue, d'alcool, etc. Donc voilà. L'importance du discours d'engagement. Le discours d'engagement, c'est un patient qui va verbaliser lui-même je vais faire ça ou je m'engage à faire ça. Voilà. Donc vraiment un patient qui s'engage. Plus il y en a et plus la probabilité que les résultats de ces traitements-là à 12 mois soient bons et fortes, et moins il y en a et moins la probabilité que le résultat de traitement soit bon et forte, voilà, donc elle est plus faible. Et donc en définitive, avec différentes études qui montrent ces liens-là, l'idée c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans l'entretien motivationnel qui permet ce genre de choses. Alors, les auteurs là, ils s'appuient sur trois hypothèses principales qui ont été, c'est pas eux qui les ont inventées ou proposées initialement. Le premier à avoir proposé, c'est Arkovitz et collaborateurs, qui avaient publié un article en 2008 sur le sujet. Et donc, ils proposaient trois hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est l'hypothèse technique. La deuxième, l'hypothèse relationnelle. Et la troisième, l'hypothèse de résolution de conflits. Donc, on va les prendre une par une et puis on va voir, comme ils le font dans l'article, ce que signifient ces différentes hypothèses. Donc la première, l'hypothèse technique. Donc l'hypothèse technique, elle est liée au fait que, je vous ferai sans doute un schéma pour que ce soit plus lisible, mais elle est liée au fait que lorsque on repère l'utilisation de certains outils en entretien motivationnel, eh bien, il y a une corrélation entre l'utilisation de ces outils,
et le fait que le patient verbalise tout un tas de choses qui vont changer changement, donc ce qu'on appelle du discours changement en entretien motivationnel. Et donc ça va être tout ce qui va être désir, raison, capacité et besoin de changer. Donc le patient verbalise tout ça. Et donc ensuite, après, il y a un deuxième lien qui a été identifié entre la quantité de discours changement verbalisé par le patient et le fait que le patient va mettre en place ce changement de comportement qui va être favorable à sa santé. Donc il y a vraiment deux étapes. Le fait d'utiliser les outils de l'EM favorise la verbalisation de discours changement, et le fait de verbaliser du discours changement par le patient favorise le changement de comportement pour une meilleure santé. Donc ce qu'il mentionne dans cet article-là, c'est que le lien le plus fort, le mieux étudié dans la littérature, et le plus fort, c'est vraiment le lien entre le thérapeute utilise les outils de l'EM et le patient verbalise du discours changement. Donc en définitive, ce qu'ils ont identifié là, c'est que notamment avec des questions ouvertes orientées vers le changement et des reflets du discours changement du patient, eh bien, suite à des outils comme ça, il y a entre 62 et 83% de probabilité en plus que le patient verbalise du discours changement plutôt que du discours maintien ou du discours neutre. Sachant que le discours maintien c'est l'inverse, donc c'est toutes les raisons, besoins, capacités et désirs de ne pas changer, donc de maintenir le statu quo. Vraiment voilà, il y a vraiment beaucoup de preuves entre on utilise ces outils-là de l'EM, on est adhérent à l'esprit de l'EM, etc. Et le patient va verbaliser du discours changement. Ok. Et donc bon, en notant que particulièrement parmi les outils qui ont le plus d'impact, il semblerait que les reflets complexes, donc ça c'est un outil de l'EM, soit à privilégier. Ensuite, dans le lien entre le patient qui verbalise du discours changement et le patient qui va mettre en place un changement de comportement favorable à sa santé, en définitive, là, il y a vraiment un bon nombre d'études. Après, il peut y avoir des résultats un peu contradictoires et il y a des liens plus ou moins forts. Donc du coup, ils ont étudié le fait que eh bien, l'augmentation, plus un patient verbalise du discours changement, plus il va avoir de chances, on va dire, de changer. Ce lien est plutôt bon. Ensuite, le fait qu'il verbalise moins de discours maintien, c'est un autre lien potentiel. Bon, mais là, le lien serait peut-être un peu moins fort, mais par contre, effectivement, si on a un patient qu'on pousse à verbaliser du discours maintien, donc si on a un patient vers qui on cherche vraiment, enfin, si on a un patient pour une raison ou pour une autre qui dans une consultation verbalise énormément de discours maintien, désir, raison, capacité, besoin de ne pas changer, là le changement, le lien avec un changement de comportement est vraiment fort dans le fait qu'il va pas changer. Voilà. Donc en définitive, le lien utiliser l'EM, changement de comportement, il est connu. Et après, ces deux passerelles, donc la première est très forte, la deuxième est un peu moins, mais il y a quand même suffisamment de preuves. A priori, il y a un petit débat à la fin de l'article en disant que il y a un niveau de preuve qui est probablement suffisant pour l'utiliser en pratique, et que probablement que si on attendait d'avoir encore plus de preuves avant de l'utiliser, ce serait peut-être un peu dommage. Sachant que d'autant plus en fait que ce lien-là est plus difficile à prouver que le premier, parce que il est facile de voir le lien sur le moment entre un thérapeute qui utilise un outil de communication qui dit quelque chose et un patient qui répond quelque chose. Dans le temps, c'est proche, c'est le même type de données qui sont analysées. Après, entre le fait qu'un patient dise quelque chose et le fait qu'il mette un comportement en place plusieurs mois après, déjà d'un point de vue temporel, il y a vachement d'écart entre les deux, et puis c'est pas la même donnée, donc c'est plus difficile à croiser. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à l'hypothèse technique, donc l'utilisation technique des outils de l'EM. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse relationnelle.
Et alors là, ce qui est mis en avant, c'est que, plutôt l'hypothèse, c'est de se dire que le niveau d'empathie du praticien et le fait qu'il respecte l'esprit de l'entretien motivationnel, donc qui va être basé sur de la collaboration, sur le fait de respecter le libre arbitre du patient, le fait de croire en la capacité du patient à mettre en place des choses qui vont être favorables à sa santé, le fait de soutenir son autonomie, le fait d'être vraiment centré sur le patient, sur ses objectifs, sur ce qui est important pour lui, ses valeurs, etc. Tout ça, tout ce qui constitue l'esprit de l'EM, donc sans parler des outils de communication technique, eh bien il y a un lien constaté entre l'utilisation de cet esprit et les changements de comportement favorables à la santé. Donc là, pour cette hypothèse-là, il y a moins d'études, mais il y en a quand même. Et notamment, donc, une des questions, c'est est-ce que c'est plutôt lié à l'esprit de l'entretien, ou est-ce que c'est lié aux outils, les outils de l'EM, le fait d'avoir un changement de comportement. Eh bien en fait, il y a au moins une étude, un essai contrôlé randomisé, où en fait ils ont essayé de comparer donc, certains patients, admettons un groupe de patients recevait une intervention qui était basée uniquement sur l'esprit, sans l'utilisation des outils d'entretien motivationnel, et un autre groupe recevait une intervention avec l'esprit plus les outils de l'entretien motivationnel. Et en définitive, ils n'ont pas trouvé de grosses différences. Donc c'est ce qui amène à penser que l'esprit déjà de l'entretien motivationnel, avec toutes les composantes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui pourrait être suffisant pour être favorable, pour favoriser un changement de comportement bénéficiaire à la santé du patient. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième hypothèse, l'hypothèse dite relationnelle. La troisième hypothèse, ça va être l'hypothèse de résolution de conflits. Alors cette hypothèse-là, il y a peu de littérature, mais il y en a quand même, et puis ça reste une question qui se pose. Et donc du coup, l'histoire c'est de se dire, est-ce que c'est pas simplement le fait d'explorer et d'aider le patient à résoudre son ambivalence qui va faire qu'il va changer de comportement. Donc l'ambivalence, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce mot-là, c'est quelque chose qui est attendu devant un changement. Donc quand on a envie de changer quelque chose, on a toujours des raisons de le faire, des raisons de ne pas le faire, mais il y a toujours du pour et du contre. Et l'état d'ambivalence, en fait, c'est de se retrouver face à ses pour et ses contre. Et en définitive, l'idée, c'est que c'est quand on n'arrive pas à résoudre cette ambivalence, à vraiment prendre une décision en étant à l'aise avec cette décision-là, qui est soit de rester dans le statu quo, de ne pas changer, soit de s'engager dans le changement, c'est quelque chose, c'est un état qui est très inconfortable. Et donc du coup, un des objectifs de l'EM, enfin son objectif principal même, c'est d'explorer l'ambivalence du patient et de l'aider à la résoudre. Et voilà. Donc du coup, le fait d'être dans cette démarche-là, d'explorer et de résoudre l'ambivalence du patient, donc de l'aider à faire un choix, simplement ça pourrait être ça qui fait que le patient change de comportement. Alors en fait la difficulté par rapport à ça, on a dit qu'il y avait peu de mesures, enfin peu de littérature, et en fait la difficulté c'est la problématique de mesurer l'ambivalence. Donc comment on mesure une ambivalence, ou alors on pourrait se dire on va faire une liste de pour et de contre, etc. On va quantifier, on pourrait se dire mais le problème c'est qu'il y a des pour qui ont plus de poids que certains contre, et vice versa. On pourrait demander aux patients de quantifier aussi tout ça et d'essayer de faire une balance. La difficulté c'est que cette ambivalence là elle est très dynamique, elle n'est pas du tout stable. Et donc c'est vraiment quelque chose qui change, qui peut changer dans la séance, qui peut changer d'une séance à l'autre par rapport aux interactions que le patient a eues avec son entourage ou avec d'autres professionnels de santé, ou avec de l'information qui provient peu importe d'où, mais voilà, donc c'est très difficile à étudier ça parce que c'est pas stable. Et alors du coup, une des questions qui se posent, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le calculer en fonction de la quantité de discours d'engagement du patient. Donc, ce qui était rappelé dans l'introduction, le fait que plus il y a de discours d'engagement du patient qui va verbaliser lui-même, je vais me mettre en place, vraiment dès demain je m'y mets, ou
je vais faire ci, je vais faire ça, des choses précises. En définitive, certaines personnes proposent de mesurer la quantité de discours d'engagement pour arriver à évaluer en fait ça, le fait que l'ambivalence soit résolue et le patient s'engage à le faire, ce changement, et par du discours d'engagement. Alors plusieurs façons qui sont utilisées, c'est soit de voir l'influence de l'entretien motivationnel sur l'augmentation du discours d'engagement pendant la séance. Donc comparer ce qu'il y a au début de la séance et comparer ce qu'il y a à la fin. Une autre façon, ce sera aussi d'évaluer le rapport entre discours changement et discours maintien. Donc vraiment tout ce que le patient va verbaliser en faveur du changement et tout ce que le patient va verbaliser en faveur du maintien, faire un ratio et d'essayer de voir pareil en fonction de l'évolution de la séance. Donc ce ratio, il y a combien au début et il y a combien à la fin. Donc, vraiment voir l'impact de la séance d'entretien motivationnel sur ça. Et une autre façon de l'évaluer, ce serait juste d'évaluer la quantité de discours d'engagement en fin de séance. Voilà. Donc ça, c'est une autre piste. Alors, du coup, par rapport à ces trois hypothèses, là, l'hypothèse technique, l'hypothèse relationnelle et l'hypothèse de résolution de conflits, de résolution de l'ambivalence, qui est un conflit interne à la personne, clairement, l'hypothèse 1, technique, c'est la mieux soutenue par la littérature parce que c'est la plus évaluée et probablement la plus facile à évaluer de toute manière. Et donc, bon, pour les autres hypothèses, les auteurs mettent en avant le fait qu'on a besoin d'arriver à identifier vraiment des meilleures façons de les évaluer, toujours dans le but de trouver quels sont ces éléments-là qui font que l'entretien motivationnel a cette efficacité pour arriver à vraiment plus s'appuyer dessus, les optimiser, les utiliser au mieux. Et donc, voilà. Donc pour l'hypothèse 1, il y a des billes, surtout pour la première partie du lien. Pour l'hypothèse 2 et 3, eh bien, il y en a quelques-unes, mais peut-être pas, enfin sans doute pas, certainement pas autant. Et probablement que ce sera intéressant d'en avoir plus. Et voilà, donc l'idée c'est la proposition des auteurs pour la suite de la recherche, justement, c'est s'intéresser à réfléchir à des concepts, à des conceptions d'études, des designs d'études qui pourraient permettre de mieux évaluer ces liens-là. Et donc une des conclusions des auteurs, du moins ce qui est mentionné dans l'article, je sais plus si c'est à la fin ou pendant l'article, c'est que en pratique, au stade où on en est, plutôt que d'essayer de dissocier ces différentes-là et de mettre le paquet sur les outils, de mettre le paquet sur les outils de l'EM, ou de mettre le paquet sur l'esprit de l'EM, ou de mettre le paquet sur le fait que le patient il ait bien résolu son ambivalence en fin de consultation, sans doute qu'au lieu d'opposer ça et de commencer à avoir des camps qui vont défendre une hypothèse avant une autre, l'idée ce serait de les unir et vraiment d'essayer de s'intéresser, de s'atteler à faire au mieux et d'avoir la meilleure utilisation des outils de l'esprit et de vraiment veiller à aider le patient à résoudre son ambivalence. Donc voilà, donc tout ça ça tombe bien parce que c'est l'entretien motivationnel pousse à ça, donc c'est le but et c'est la recommandation avec l'entretien motivationnel. Donc voilà. Voilà ce que je voulais en dire sur cet article-là, donc sur l'entretien motivationnel qui a vraiment une base d'études avec beaucoup de données, beaucoup dans le champ de la psychologie parce que c'est issu de ce champ-là, mais pas seulement, hein, et ça s'est étendu à beaucoup d'autres champs. Et donc, bon, initialement de la dictologie et de la tabacologie, voilà, et les consommations d'alcool, enfin tout ce qui est addict en définitive. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cet article-là. Écoutez, il me reste à vous rappeler à nouveau la tenue du congrès des GEPA, organisé par l'association francophone Mackenzie, 26, 27, 28 mars. Donc il me semble qu'il reste quelques places. N'hésitez pas, il y a un super programme. Si vous êtes intéressé pour tester des outils et puis y réfléchir, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc il y aura
plusieurs ateliers, on aura 30 personnes à chaque fois, il y a 4 ateliers, donc vraiment le souci c'était, comme c'est très demandé, de pouvoir donner l'opportunité à un maximum de monde de pouvoir venir voir à quoi ça ressemble, se faire une idée, commencer à tester le truc. Et puis voilà. Donc il me reste à vous remercier d'avoir suivi cet épisode, ce vlog. À nouveau, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Pour l'instant, j'ai surtout des retours positifs. En proportion du nombre de personnes qui regardent les vidéos, j'ai peu de commentaires. Alors bon, c'est gentil de penser à moi, parce que effectivement j'ai tellement de trucs à faire que pour tout regarder, si on avait beaucoup, ce serait sans doute compliqué, mais n'hésitez pas. Voilà, j'ai envie que ça puisse être utile, donc toutes les suggestions sont les bienvenues. Je dis pas que je les prendrai toutes, je ferai mon choix, mais n'hésitez pas, et si possible restez dans la bienveillance qui est liée à l'entretien motivationnel. Voilà, si vous avez des choses à partager, aucun problème, je suis preneur. Après, l'idée c'est de s'enrichir et c'est pas de se battre, mais bon, j'ai jamais eu ça pour l'instant sur ces épisodes-là. Donc merci à nouveau pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients. À bientôt.